Luc La Liberté. Écoute, Luc, je parlais tantôt avec Alexandre d'une vague de licenciements chez Bell Media. On sait que ça va mal chez à peu près tous les médias. Mais là, on parle aux États-Unis, on parle vraiment du meurtre du Washington Post. Washington Post, c'est vraiment là, un journal légendaire. Puis on dit que Jeff Bezos est en train de l'assassiner. C'est une ancienne reporter, une ancienne journaliste du Washington Post. Ashley Parker ne travaille plus maintenant pour le Washington Post, mais elle a joint sa voix à celle de nombreux anciens du Washington Post qui disent littéralement, c'est un assassinat. Donc, on est allé jusqu'à parler d'infirmité éditoriale. Donc, faisons un petit peu de ménage là-dedans. Le Washington Post, tu l'as bien souligné, c'est un journal qui est légendaire. Faire l'histoire des médias, faire l'histoire des États-Unis, faire l'histoire des médias, c'est forcément passé à tout le moins au 20e siècle, même 21e siècle, par le Washington Post. Le Washington Post, malgré ce qu'en disent les détracteurs de Bezos, quand je dis on fait un peu de ménage ou on ramène un peu d'ordre là-dedans, le Washington Post perdait des millions de dollars et il souffre de la concurrence directe de deux médias qui vont mieux que le Washington Post, le New York Times et le Wall Street Journal. Donc, bien avant que Bezos n'entre en scène, on avait déjà des déficits, puis on peinait donc à remonter à la surface. Et là, ensuite, est entré en scène Jeff Bezos. Donc, on se disait, peut-être qu'effectivement, on aura un de ces milliardaires qui a décidé de mettre la main dans sa poche et d'encourager une information de qualité, une information factuelle, le journalisme d'enquête. On s'est dit, ben écoutez, oui, il faut faire de l'argent, mais visiblement, on a quelqu'un qui est prêt à investir là-dedans. Et il y a beaucoup de monde qui ont déchanté, et surtout depuis le retour de Donald Trump. C'est là où les critiques de Jeff Bezos sont plus dures qu'elles ne l'étaient avant. Et il y a deux ordres de critiques à l'interne, donc au sein même de la machine. Dans un premier temps, on dit il a refait toute la ligne éditoriale du Washington Post. Il y a bien des gens qui se réjouissaient de ça aux États-Unis parce qu'on disait ils sont trop à gauche, le Washington Post. On n'est pas assez nuancé, assez balancé dans l'information. On est plus souvent près d'un agenda près des démocrates qu'on ne l'est des autres. Et ça, je pense que on visait assez juste quand on disait ça. Mais on a dit, il est allé plus loin que ça. Par exemple, durant la dernière campagne électorale, et il n'est pas le seul à diriger un grand journal qui l'ait fait, il a dit non, cette année, nous, on va mettre fin à une vieille pratique qui est celle de donner notre appui à un candidat à la présidence. Il a dit cette année, nous, on ne dit rien. Donc, habituellement, les grands journaux font ça. Le New York Times le fait, par exemple. Donc, il a fait ça, mais il a fait plus que ça. Ensuite, ce qu'on lui reproche, c'est littéralement d'avoir effectué un ménage au sein de l'équipe éditoriale et de ne plus avoir, et là l'accusation est grave, en même temps on n'est plus nécessairement dans la logique ou dans les faits, mais on a dit ce gars-là a tout simplement, en termes de ligne éditoriale, enlevé tout ce qui relève de la morale. Donc c'est le premier angle de critique qu'on a à l'endroit de Jeff Bezos. Et de l'autre côté, on dit, ben, nous, ce qu'on craint, c'est que le patron soit pris avec un conflit d'intérêts ou des conflits d'intérêts. Et ça, on en parlait il n'y a pas longtemps tous les deux. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux aussi. Quand, par exemple, le Washington Post s'abstient de commenter le film sur Melania Trump, est-ce qu'on peut voir un lien entre ça et le fait que Bezos ait payé le documentaire à hauteur de 75 millions, oui. le film et la publicité du film? Est-ce que le fait qu'il ait des contrats avec l'aérospatiale, avec bien sûr, donc, le programme américain avec le Space Force. Est-ce que le fait qu'il souhaite influencer les décisions sur les tarifs ou qu'il y ait 1,5 milliard de contrats avec l'administration américaine, est-ce que ça peut jouer? Ben, écoute, je pense que la réponse est assez évidente. Il y a j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais il y a assurément un très, très grand potentiel de conflit d'intérêts. Puis on dit pour toutes ces raisons qu'il donne le journal à quelqu'un d'autre. Ben, tu sais, Luc, demander à un journal qu'il soit nécessairement équilibré, balancé, autant de gauche que de droite, ouais. Moi, je suis plus français dans ma vision des choses. Ouais. Tu as Le Figaro, qui est un journal de droite, ouvertement de droite. Tu as Le Monde, qui est un journal de gauche. Et moi, mon équilibre, je vais le trouver en lisant les deux. Tu comprends? Puis dans les magazines, il y a Le Point, le magazine Le Point, qui est de droite, et t'as l'Express, qui est de gauche, et je lis les deux, et mon équilibre, c'est moi qui le fais. Je ne le demande pas au journal de le faire. Tu vois, là-dessus, on loge à la même enseigne, parce que ça va faire 21 ans cette année que je commente la politique américaine. Je lis tout ce que je peux lire en termes de publication. Et je sais d'avance, habituellement,
en ouvrant un journal ou en oui. cliquant sur un site, je sais d'avance qu'on a une préférence. Et moi, ce que je surveille par la suite, c'est, OK, vous campez à droite, est-ce qu'au moins vous avez des faits quand vous argumentez? Voilà. Respectez-vous les faits? Et j'ai bien sûr la même exigence du côté de la gauche. Et c'est souvent là, parfois, où on se rejoint dans nos conversations en disant, ben, qu'il soit de gauche ou de droite, écoutez, au moins parlez des faits. Entendez-vous Exactement. sur la réalité. Et c'est ce qui rend la période actuelle complètement folle à couvrir pour toi, mais pour quelqu'un comme moi, c'est qu'on a une administration qui vit dans un univers parallèle. Donc, ça devient très difficile de bien fonctionner, que ce soit à gauche ou à droite, ça ne tient plus. Le repère, c'est, attendez un petit peu, commençons par parler des faits. Juste ça. Donc, moi, je suis un peu comme toi là-dessus, c'est qu'on campe à gauche ou à droite, si je le sais d'avance, j'embarque dans le jeu et je veux lire un argumentaire assumé à droite ou à gauche pour ensuite déterminer là où j'ai envie d'aller ou qu'est-ce qui va nourrir ma réflexion. Exactement. Et très rapidement, là, écoute, on Oui, a une minute max, là, on veut mettre la main sur les machines à voter de Porto Rico pour les inspecter parce qu'on juge on le fait. qu'ils votent du mauvais bord, Porto Rico. Ça a déjà été fait par Tulsi Gabbard elle-même. Que vient faire la reine du renseignement dans la gestion des machines à voter de Porto Rico? C'est une des questions qu'on a. Puisqu'il faut faire rapidement, 2026 risque d'être l'année, et je viens de le mentionner, ça fait 21 ans que je fais ça, ça risque d'être l'année à la fois la plus excitante et la plus perturbante de ma carrière pendant ces 21 années-là, parce qu'on multiplie maintenant les efforts, ou en tout cas les apparences d'efforts, pour interférer avec le déroulement normal de l'élection. Donc, on aura peut-être plus de temps pour en parler éventuellement, mais accrochez-vous, d'ici à novembre 2026, ça va bouger plus vite et plus fort que jamais. Donc, grosse année qui a débuté. Ça fait quoi, à peine un mois qu'on est rendu. Donc, Ben oui. accrochez-vous. Tabarnouche, you ain't seen nothing yet, comme disent les You, anglophones. you ain't seen nothing yet. Salut, à demain, Luc.